Monsieur Junior, l'invité est là. On peut ne pas communiquer, mais tout est communication. Vous savez, la communication, c'est l'art de transmettre des messages, c'est l'art de transmettre des émotions. Il existe des signes, des symboles, mais aussi des langages. Et très vite, il a saisi cela, saisi les signes, saisi même le silence qui réside dans la communication. Lui, c'est Alain Yav, gourou du marketing en République démocratique du Congo. Il a fait ses études en Afrique du Sud. Il est revenu en RDC. Avec ses frères et amis, ils décidèrent de créer Pigma Group. D'où le successful, comme on dit en anglais, Pigma Communication qui voit le jour 20 ans plus tard. On ne parle que de Pigma. Incontournable dans le média, incontournable dans la sphère marketing, Alain Yav a su imposer sa touche. Aujourd'hui, pour ce numéro exclusif de Nos Limites, qui a pour but de mettre en avant les personnalités africaines d'exception qui révolutionnent et modernisent leur industrie, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le gourou de la communication, Alain Yav. Alain Yav, le gourou de la communication. Au plaisir. Comment vas-tu? Ça va être ça. Toujours un plaisir de pouvoir te rencontrer, parler avec toi. Tu es comme cette boîte à Pandore. Tu bavard. Oui, mais à chaque fois que tu sors quelque chose, c'est toujours exceptionnel. Je t'invite au plateau, Alain Yav. Merci, merci. Place. Le bar, là, il est pour de vrai ou bien c'est pour le show? Non, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, uniquement pour toi, en tout cas. Spécialement pour toi. Alain Yav, aujourd'hui, j'ai une question spécifique un peu pour commencer. Qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de 50 ans? Ça change quoi dans la vie d'un homme? Bien évidemment, ton cas, à part la barbe blanche, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de 50 ans? 50 ans de Big Five. Bon, moi, ça fait quand même quelques années que mais j'ai pris l'habitude. Hein. Mais quand ça arrive, c'est comme un coup, c'est comme un coup de marteau. C'est un vrai réveil. Je pense que chez les hommes, on l'a la première fois à 40 ans. À 40 ans, il y a une sorte de remise en question totale. Quand on parle de la crise de la quarantaine, c'est pas de la théorie. Je l'ai vu, je l'ai vécu et j'ai vu autour de moi. À 50 ans, je pense que c'est différent. À 50 ans, je crois que la question qu'on se pose, c'est qu'on commence à regarder la dernière ligne. D'accord. Parce que pendant qu'on est plus jeune et tout, on vient de passer sa vie à tout faire, à tout donner, à croire que tout est possible et qu'on a le temps. Et brusquement, lorsqu'on a 50 ans, je crois que ce qu'on réalise juste, en fait, on n'a plus vraiment le temps et qu'il faut décider et savoir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on veut veut pas. Et puis, je pense, en tout cas pour ceux qui ont envie, pour moi en tout cas, c'est un peu le sentiment comment tu commences à te dire, bon, qu'est-ce que je laisse qui peut-être est plus grand que moi. Okay? Parce que je crois qu'avant, on le fait pour soi. On le fait, on est là parce que je veux. Mais je pense dès qu'on a ces 50 ans, qu'on passe à travers tout le truc émotionnel et machin, je pense que professionnellement, et je pense humainement et socialement, la vraie question c'est, ok, à quoi ça a servi tout ça, quoi? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Je crois que c'est un petit peu ça. Mais dis-moi là, quand est-ce que faire de la communication un métier à part entière, quand est-ce que c'est devenu une évidence pour toi? Lorsque je termine mes études, je suis recruté par... mais c'est pas évident dans ma tête, hein, parce que vraiment là, je peux pas être le gars qui va vous dire que depuis que j'étais enfant, je rêvais d'être Steve Jobs. Tout à fait. Parce que j'imagine que peut-être là, je te dis peut-être, ok, il y a une carrière à faire peut-être en comptabilité, en marketing, tu hésites un peu peut-être? Honnêtement, j'ai aucune idée, je vous assure. C'est peut-être pour ça que j'aime parler aux plus jeunes aujourd'hui, parce que je réalise que moi, sur le coup, pendant que je suis en train d'avancer, je n'ai aucune idée sur où je serai dans les 10 prochaines années. D'accord. Donc c'est pas le gars qui est inspiré, qui allait quelque part. Pas du tout. Je suis en train de subir en fait peut-être ma destinée par chance. D'accord. D'accord. Ça veut dire je suis dans le mauvais truc, je me corrige, je tombe sur le marketing, c'est intuitif et ça me va. Oui. Tu vois? Oui. Et là sur le coup, mon cours de marketing, je sais pas si c'est encore le cas, mais à cette époque-là, la moitié du cours de marketing, c'est Procter & Gamble, la référence. C'est P&G. Oui. Et donc quand les gars reviennent en Afrique du Sud et qu'ils cherchent à recruter, voilà, je fais mon show, je vais les voir, je vois le DG, il m'adore. Et voilà, quoi, il me donne un job. Mais je ne peux pas travailler chez eux parce que j'ai des problèmes de papier. Ah, d'accord. Alors, résultat, je me retrouve dans leur agence. Ils me mettent dans leur agence de com, où je commence au bas de l'échelle. Je suis l'account exécutive, l'homme à tout faire, tout le tralala, quoi. Et là, je suis en com. Et c'est là que je découvre le métier de la com. C'est vrai que ça fait sexy de dire qu'on travaille dans une agence et tout.
Mais je suis pas mal dedans, mais je m'emmerde. Parce que moi, je suis assez... Créa. Même Non. pas sur le coup. Je suis assez cérébral. Ça veut dire, je suis un télo dans mon approche et tout. D'accord. Account exécutive, premier job. Donc, lorsqu'il y a une grosse réunion, le DG de P&G, qui est le plus gros client en face, à l'autre bout de la table, moi, je suis l'account exécutif du côté agence, je suis le gars le plus bas. C'est moi qui sers le café. Okay? C'est moi le gars qu'on envoie, c'est moi qui écris le CR à la fin de la réunion et tout, et je déteste ça. Mais 2 ans après, mes papiers s'arrangent et Procter m'emmène chez eux. Oh. Et là, ma passion de la com, et c'est la com marketing, hein, c'est même pas de la com sur le coup, c'est la passion du brand. Oui. Et le brand, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que comme j'ai dit, j'aimais le marketing, je le sentais, et je suis assis dans, à mon avis, le Harvard du marketing, parce que c'est la meilleure école de marketing au monde. J'apprends à faire de la pub, mais vraiment le B à bas. Le consommateur, pourquoi le consommateur, qu'est-ce qu'il chatouille, pourquoi dire cela, pourquoi pas le faire comme ça, pourquoi ceci, magnifique. Tu sais, c'est intéressant. C'est là en fait que le truc a pris, quoi. C'est intéressant parce que je me dis, est-ce que en ce moment précis, tu te dis, je suis en train d'emmagasiner plusieurs idées, être créa, je me vois bien à la tête d'une grosse agence un jour en République démocratique du Congo? Non, pas du tout. Comment se fait le retour au Congo? C'est quand tu prends la décision et pourquoi? C'est pas venu seul. Je crois que celui qui matérialise le fait d'être entrepreneur, c'est mon frère Willy. D'accord. Parce que tout le temps, pendant que dans l'Afrique du Sud, pendant que moi je suis by the book, je suis en classe, Willy c'est le premier à avoir un job, il a sa BM, il a l'appartement, il s'est marié. La belle vie. Oui, le gars il vit déjà, quoi, tu vois, c'est le gars qui vient souvent au Congo et tout. Le deuxième c'est Paul, mon deuxième associé, Paul Cassayette. Lui aussi, lui il a fait le chemin à l'envers, il était en Belgique, il est venu au Congo. Lui, il était allé en Belgique. Lui, en fait, il a grandi en Belgique. D'accord. Lui, il a grandi en Belgique. Il est revenu sur le Congo dans l'Afrique du Sud. Et puis, il vient nous rejoindre en Afrique du Sud. Et pendant que nous, on travaille, moi, je suis dans ma carrière, lui, il a tout le temps des idées. On habite ensemble. Hey, mais pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? Et puis, ça se matérialise. Et finalement, on commence à se dire, mais tiens, on fait une compagnie. On crée la compagnie qui, au début, s'appelle IAS. D'accord. Ideal Africa Solution, un nom de merde qui n'a jamais été... qui va vite passer dans les oubliettes. Et donc, c'est là que ça se décide. C'est autour de la table. Mais lui, c'est un entrepreneur, c'est un serial entrepreneur. Aujourd'hui, il pilote la branche Pima Énergie. Donc, il est totalement sur autre chose et tout. Il aime commencer les trucs. Et c'est avec lui que ça commence, en fait. Donc, Willy et Paul viennent. Eux, ils ouvrent l'agence. Là, on est en 2002, Pygmanet. 2004... Willy et Paul ouvrent l'agence, la partie Pygma Agence. Moi, je suis pas vraiment le créa, je suis le strat de l'agence, mais je travaille de là-bas. À distance. Et c'est en 2005 que je viens finalement en mission. Hein. Je dis, bon, ils sont lents, ils sont lourds, ils me font chier, je vais leur dire, écoutez, je vais vous montrer comment ça marche. Je viens 2 semaines et puis plus jamais reparti. Waouh. Mais quand tu arrives... au piège. Mais quand tu arrives, tu te dis que, tiens, le marché est ouvert, il est grand. Je peux faire quelque chose de grand ici. Que le marché est grand, je ne me le dis pas. D'accord. Ce qui est certain, c'est que je réalise qu'il y a une opportunité dans le marché. Que dans le marché, la com est de mauvaise qualité. Que la com est de mauvaise qualité, mais elle est de mauvaise qualité, mais les clients ne payent rien pour la com. Donc ça veut dire c'est une industrie qui n'a pas de valeur. C'est là qu'est l'opportunité. Donc ça veut dire on a vu l'opportunité, mais on est conscient que quand on commence, en fait, le marché n'est pas grand. Le marché est à développer, le marché est à créer. Il faut changer l'état d'esprit des gens et leur dire, mais attendez, payez pour de la com, payez pour de la com de qualité. Et naturellement, il n'y a pas beaucoup de clients qui peuvent se le permettre. Donc, on vise les gros poissons. On refuse l'État. On a carrément refusé tout ce qui est artificiel. Et on va carrément sur les multinationales. C'est un peu un terrain sur lequel je suis confortable parce que je viens de multinationales. On se comprend bien. Surtout les anglophones, on se comprend rapidement et tout. Donc, on se positionne là. On ne se positionne pas moins cher. Voilà, quoi. On dit, attendez, on est aussi bon que tout le monde ailleurs. Donc, s'il faut payer pour ce service, eh ben, payer le prix. Tu vois. Donc, on met les clients de qualité. Et pour le faire, on recrute, on dit, voilà, on prend des gens qu'on peut... Et on facture des gens. Donc, il faut des pointures à facturer. On a fait venir des expats. On a vu des gars de la diaspora. Et puis, on a recruté localement. On a mélangé le tout pour produire quelque chose pour monter le niveau, quoi. Très difficile. Pendant 17 ans, on va dire, tu as rencontré des challenges, des obstacles un peu difficiles aussi à relever. S'il fallait soulever 2,
challenge, obstacle très difficile dont tu n'oublieras jamais à la tête de Pygma? Deux, si je dois être spécifique, je peux être général. Oui, bien sûr. Euh, En général, je pense que c'est le développement humain en termes de... Et humain, c'est à plusieurs niveaux. Hein. C'est en termes de skills, donc de skills, mais aussi de culture d'entreprise. Ok. Le deuxième, pour moi, c'est l'environnement, on va dire quoi, l'environnement de la gouvernance légale. Quand je parlais d'un château de sable, ben, du jour au lendemain, vous devez perdre votre maison sur laquelle vous avez... voilà quoi. C'est un peu ça. Je ne vais pas aller en détail, mais quand je vois les raisons, par exemple, pour lesquelles on ne fait pas Miss Vodacom aujourd'hui, qui était une belle aventure... Tout à fait, bien sûr. Et qui avait encore beaucoup de... tu get tout, pour des raisons qui n'ont aucun sens. Et voilà quoi. C'est là le gros problème, en fait. Lorsque tu te regardes, quels sont les côtés moins forts d'Alain Ehave? Au côté management, leadership, quelles sont tes faiblesses? Mes faiblesses, c'est le fait que je pense que je devrais décider plus vite. D'accord. Je devrais dire non plus vite. Je pense qu'une force, c'est que je crois dans l'homme et je donne beaucoup de crédit à l'homme jusqu'à ce que j'arrive à le tirer, à ressortir le meilleur de lui. Oui. Mais je pense que je devrais parfois arrêter beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Ok. Parce que voilà quoi. Et puis je sais pas virer et je devrais virer plus. C'est ça. Et je crois que l'autre point, je pense que je suis peut-être parfois la passion et l'émotion l'emportent sur le business. Je vois. Je vois. C'est important parce que quelqu'un a dit une fois qu'un grand leader, c'est celui qui connaît ses forces et reconnaît ses faiblesses aussi. Alain, en 17 ans, tu as composé avec des gros poissons. Quel a été vraiment le discours convaincant pour faire basculer, allez, on va dire, les contrats de ton côté? Je pense que moi, je crois dans la qualité de ce qu'on vend. D'accord. En fait, je déteste faire un pitch vide. Je déteste faire un pitch vide. Je suis la personne qui stresse le plus sur... Lorsque je dois me présenter à mon équipe, je stresse sur ce que je vais présenter. Parce que je veux que ce soit pensé, que ce soit solide, que ça se tienne en fait. Et c'est la même rigueur lorsque je me présente devant un client. Donc ça veut dire lorsque je lui promets quelque chose, bah, voilà quoi, tu vois, ça va être fait. Tu vois, et je crois que c'est ça. Tu sais, il y a des slogans. C'est bien que j'ai fait mon procteur et tout, et que lorsque j'ai commencé Pygma, j'ai insisté sur... À la fin de chaque année, on s'assied, on fait la fête de l'agence. Ça fait 17 ans qu'on le fait, 18 ans qu'on le fait. Fête de fin d'année, trophée pour les meilleurs agents. On pousse les valeurs, on fait voter. Et pour beaucoup d'agents, en fait, ils ne réalisent pas en fait, que pour moi, je martèle des choses et j'y crois, mais mordicus, quoi. Leadership, créativité, standard personnel. Je me rappelle quand je viens d'arriver et qu'on fait des trucs et tout. Mon concurrent dans la tête, lorsque on est en train de travailler sur une pub, c'est pas l'agence à côté. Avec tout le respect, c'est pas l'agence à côté. Moi, je disais à mes gars, je dis, la pub que vous faites là, est-ce que vous êtes capable de la faire passer demain sur TF1? C'est ce que je leur dis. Tu vois, je dis, mais... Et c'est là que vous... Et lorsque je m'assieds devant un gros client, ben, j'ai cette assurance là derrière moi que ce que je vais lui donner, ben, ça vaudra le coup. Tu vois? Et puis ensuite, comme c'est là qu'on s'est positionné, et c'est personnel, tu vois, c'est personnel, c'est au niveau de la culture d'entreprise qu'on met en place. Et ça devient notre promesse à l'extérieur. Moi, je dis toujours à mon équipe, c'est que dès que le client a dit oui, le stress commence. Parce qu'il faut livrer mieux que ce que... même si ça veut dire perdre de l'argent. Oui. Ça veut parfois dire même, des fois, aller en conflit avec le client lorsque lui, il veut aller dans une direction et on sait que ce n'est pas la bonne demande à Vodacom. Ils vont te dire combien de fois on croise le fer. On n'est pas d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, votre truc, ça ne marche pas. Tu vois? Je suis pris la tête avec eux sur Best of the Best. Je suis en train de prendre des décisions. Je regarde, je dis, attendez, si vous allez là, vous tuez tout. Ça va peut-être... Oui, d'accord, je vais perdre de l'argent si on prend cette direction-là, mais je préfère perdre de l'argent et que ça fonctionne plutôt que gagner de l'argent et ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que cette réalité, cette vérité-là,
Je crois que les clients l'achètent. Je crois qu'il y a une vérité, je crois qu'il y a de l'assurance qui vient avec. Mais moi, mon assurance, honnêtement, elle vient du fait que j'ai... Si tu as bossé, bossé pour ton truc et que tu connais ta matière, tu connais ta matière. Je crois que c'est ça, en fait. Est-ce que tu penses qu'on est créa ou on peut le devenir ou quand tu l'as pas, tu l'as pas? Bon, je pense que les skills, les compétences, c'est des choses qui s'acquièrent. Hein. Je pense que, bon, on a des personnalités différentes et on a des penchants différents et tout et tout. Et voilà, quoi. Et que ça peut influencer un petit peu ça peut influencer les choses. Le leadership, ça s'apprend. Moi, je le disais tout à l'heure, la première fois que je m'assieds devant un écran et qu'on allume et qu'on fait action, moi, je commence à bégayer. Hein. Mon frère, Willy, dès que les caméras, les projecteurs s'allument, il prend vie. Tout à fait. Tu vois et bon, chez moi, je sais pas, c'est venu avec le temps et tout, j'ai appris à le faire. Mais c'est pareil, à mon avis, avec la créa. Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement créatifs parce que, par défaut, ou peut-être par influence, parce qu'ils ont vu ça autour d'eux, le créa, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui ose regarder les choses différemment. Mais c'est pas regarder les choses différemment qui compte, c'est oser regarder les choses différemment. Donc tout le monde peut regarder les choses différemment. Mais c'est pas tout le monde qui ose regarder les choses différemment. La plupart des gens ont préféré faire les choses comme elles ont toujours été faites. La personne qui est créative, c'est la personne qui va dire, mais il n'y a pas une autre façon de le faire. Il n'y a pas moyen de le faire différemment. Et c'est là la créa. Donc moi, dès qu'on ose commencer à challenger les choses, qu'on ose poser des questions et qu'on dit, mais pourquoi pas cela? Et oser, vraiment, je suis sur le oser. Tu vois? Donc le oser, et pour moi, oser, c'est pas quelque chose, c'est une attitude, c'est une et c'est ça qui fait la différence. Donc la créa, pour moi, c'est ce qu'elle fait en fait. Tu parles souvent de créer un nouveau monde. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Écoute, un peu en parlant d'oser, oui. je crois que la vie est faite d'un état des lieux. Je pense qu'au début de toute chose, il y a un état des lieux, tu vois. L'état des lieux, c'est que, ben voilà, j'ai $20. Pourquoi est-ce que j'aurais pas $100? Ou alors, est-ce que je suis satisfait d'avoir $20? Alors, moi, je regarde autour de nous. Je regarde la RDC. Je vais parler de ce dont je parle souvent. Je regarde notre jeunesse. Oui. Il y a 80 millions de Congolais, donc ça veut dire, statistique, on va dire quoi, 48 millions de jeunes et tout. C'est un talent fou, c'est du potentiel. C'est des jeunes qui, aux États-Unis, c'est à 25 ans, 27 ans, 30 ans que les jeunes sont millionnaires. Oui. Ben, pourquoi il n'y a pas des millionnaires à 30 ans en RDC? Alors, je pense que créer un nouveau monde, c'est changement de paradigme, de dire, mais au Congo, il faut avoir 50 ans pour avoir de l'argent. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Peut-être être dans la politique. Ou être en politique, par exemple. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, la question, je me la pose à tous les niveaux. Ouais. Il y a tellement de choses anormales qui peuvent certainement être améliorées. Et je crois qu'il y a de la marge entre notre réalité, je parle du Congo et de l'Afrique, mon langage est souvent plus panafricain. Tout à fait. Je pense qu'il y a de la marge entre notre réalité et ce qui est possible. Et pour moi, lorsque je parle de créer un nouveau monde, c'est de ça. Je parle de changer les choses et de faire avancer les choses chacun à sa manière pour que voilà, ce soit mieux, quoi. Créer un nouveau monde, Pigma Communication, des stories pigmentées, des concepts pigmentés. On a Miss Vodacom que tu as soulevé. On a surtout Best of the Best, qui a avant été Superstar. Lorsque tu regardes l'évolution, raconte-nous un peu comment est-ce que ça voit le jour. Superstar. Ouais. Superstar, c'est Godfrey Mozart, DG Vodacom à l'époque, jeune, moins de 40 ans, brillant à l'époque et tout. Et naturellement, il arrive et il trouve un statu quo local dans le marketing de Vodacom. C'était beaucoup de budget dans les médias, dans les grands médias et autre chose. Et c'est là qu'il réinvente pas la roue. Il dit mais pourquoi pas aller dans autre chose, dans quelque chose de différent, pourquoi pas faire la télé-réalité. Et c'est là qu'il pose en fait le point. Entre temps, nous on avait déjà commencé à faire un peu de télé-réalité parce que on a fait Festival Gospel. Okay. Superbe expérience. Et là je parle de 2007. On a fait 3 fois je pense Festival Gospel. Donc c'était un show télé. Musical, mais autour du gospel. Super expérience. On a fait venir Rebecca Malopé d'Afrique du Sud. C'était top. Okay, on s'est cassé la gueule, on a perdu plein d'argent, mais bon, c'est une autre histoire.
Donc il y a déjà un peu de ça. Et puis pour Bralima, à un moment, il nous demande de faire Etumba Bilombe, qui a un concours de trucs et tout. Et donc ça commence à venir un petit peu le goût de, au-delà de faire de la pub classique, c'est de communiquer pour nos clients à travers le marketing. Et donc c'est cette conversation-là avec Godfrey, avec qui à mon avis il y a une super synergie en fait entre nous deux et tout. Qui pousse à l'idée d'abord à notre niveau, à son niveau d'abord il a lancé Superstar sans nous, c'est plutôt avec Iconic, avec Econ et Iconic et tout. Et nous en fait, on a commencé plutôt avec Miss Vodacom. D'accord. Et c'est là que il dit non mais écoute Alain, je crois qu'on est en train de faire Superstar. Non, pendant qu'il fait Superstar, moi il m'appelle, il me dit Alain, il faut que tu viennes voir. Donc je vois les gars à l'RTNC, je dis waouh, c'est de là que sort la pub. Il y a une pub là, Congo, Nakatia, Afrique. Tout à fait. Je vois le truc, j'ai dit, mais ça, c'est un message puissant. En moins de 2 semaines, Eric Nice en saura quelque chose parce qu'il était impliqué. En moins de 2 semaines, on sort cette pub-là. Et c'est là que le truc est puissant, quoi. Et Godfrey qui dit, mais là, je pense qu'on peut faire quelque chose de pareil, mais avec la jeunesse. Et c'est là qu'on lui ramène, je dis, donne-moi 2 jours. 2 jours après, on lui ramène Miss Vodacom. Okay. Et voilà, quoi. Et puis Superstar, finalement, on décide de changer parce qu'avec Iconic, ça se passe pas super bien. Et on le reprend, on le rebaptise. Et nous, on a voulu donner une nouvelle couleur. Un nouveau vent. Nouveau vent, et voilà quoi. Mais Alain, tu as plus de 50 ans aujourd'hui, mais on a l'impression qu'en fait, dans ta tête, au lieu d'avancer, tu recules. Donc tu rajeunis toujours. C'est quoi le secret? Il y a tellement à faire devant là, si je dois non, je crois que peut-être que voilà, le temps court, il faut faire les choses, il faut enjoyer chaque moment, chaque seconde. Voilà quoi, je crois que l'âge, honnêtement, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit en fait. Est-ce que pendant ce parcours d'entrepreneur, y a-t-il eu des moments où tu te dis, allez, c'est trop instable, je vais tout arrêter, aller me prendre un job et au moins je sais que c'est stable à la fin du mois, j'ai mon truc et je me casse pas la tête, tranquille? Plutôt mourir. Non, je préfère mourir de faim, non, sérieusement. J'aime cet état d'esprit. Je sais pas si je pourrais pas travailler beaucoup. En fait, moi, je suis trop rebelle, je suis trop indépendant pour travailler dans un système. Je supporte. Et je crois que pour moi, c'est de là que c'est venu, en fait. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai dit, je vais travailler, mais un jour, je vais arrêter de travailler, je vais le faire pour moi-même. D'accord. Je ne peux pas travailler dans un système. Et je ne peux pas reculer. Je peux faire dur. À moi, vraiment, je sais pas. Non, je ne vois pas. Un conseil que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs? Moi, je dis, il faut croire dans vos rêves, il faut y aller. Pour moi, le conseil, c'est que je pense quand même que les jeunes entrepreneurs... Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est un peu... Moi, quand j'ai commencé, je ne me disais pas que je serais entrepreneur. D'accord. J'ai fait ce que je faisais et je continue à faire ce que je fais. Et c'était pas un métier, il n'y avait pas des cours d'entrepreneuriat et tout, tu vois. Aujourd'hui, entrepreneur, c'est un peu un buzzword. Tu vois, c'est le mot à la mode, ça fait sexy, ça fait sympa et tout. Et c'est très bien et j'y crois réellement. Et moi, j'encourage les gens à être entrepreneurs. C'est que on veut jouir trop vite. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Si vous choisissez le chemin d'entrepreneuriat, vous pouvez avoir beaucoup de chance et être multimillionnaire les 5 premières années. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez permettre d'être le boss. Ouais. Et voilà quoi, la Rolex, la grosse bagnole et tout. Mais un vrai entrepreneur, il n'est pas là. Le vrai entrepreneur, il est vraiment, comme j'ai dit, il prend son pied dans le travail lui-même et pas dans le show. Ouais. Tu sais, Alain, Pygma, aujourd'hui, on va dire que c'est Wenge Musica. C'est Pygma parce que... Tu me fais peur. On va faire notre concert de 25 ans stade. Pardon. Pygma, c'est Wenge Musica. Parce qu'on a vu, et on voit aujourd'hui, plusieurs agences qui voient le jour. Mais lorsque tu poses la question sur le parcours, eh bien, on te dira qu'à un moment, je suis passé par Pygma. Je suis passé par Pygma. Lorsque tu regardes aujourd'hui avec du recul, on va dire les fruits de tes entrailles, on va dire ça comme ça, c'est quoi ta fierté? Écoute, oui, c'est beau à voir. Tu n'as pas peut-être eu peur à un moment d'avoir enfanté toi-même tes concurrents de demain? Non? Il fallait les enfanter pour que le truc grandisse. Ok. En fait, c'est même ça, c'est ça le game à la base.
le game à la base, c'est que il faut pas jouer un game du meilleur mauvais. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Ça sert à être le gros poisson dans un petit, dans une piscine, quoi, dans une baignoire. Ça sert à rien absolument, tu vois. Je t'ai dit depuis le début que lorsqu'on arrive au Congo, le constat, c'est qu'en fait, le marché est petit. Et le game, c'est pas de se dire, oh, je vais être la grosse agence. Et je me rappelle, je disais ça à mes gars, parce qu'on disait, ouais, agence numéro 1. Je disais, moi, j'aime pas ça. Ça veut rien dire, en fait. Agence numéro 1 par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'intéresse à ce que les gens autour de toi soient le meilleur d'eux-mêmes. Ils soient au meilleur de leur game. Lorsqu'ils sont au meilleur de leur game, écoute, et naturellement, tu ne peux pas les retenir à un moment. Pour une bonne ou pour les mauvaises raisons, hein, tu vois ce que je veux dire et tout. Et ils vont partir. J'ai réalisé que lorsque les gens partent, en fait, ça crée de la place pour les autres, pour du nouveau. Tu vois, et que ces nouveaux-là viennent aussi donner du meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Mais ces gens-là qui partent, c'est ces gens-là l'industrie, c'est pas que vous. L'industrie, c'est le fait que vous avez créé ça, eux, ils partent, ils créent cela, eux, ils partent, ils créent cela. Ces gens-là sont allés, ils ont créé les agences d'à côté, mais dans les agences d'à côté, c'est eux qui ont créé les maisons de production d'à côté. Quand je vois Rigen grandir, c'est beau de voir Rigen grandir. On vient de faire Best of the Best avec Eric Nice. Tout à fait. OK? Eric Nice, moi je vois Eric Nice de sa première interview, du premier truc et tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et quand il est en train de le faire, il est magnifique. Et là, il vient en freelance, il offre ses services, et il a l'expérience qu'il a prise à Pigma, le reste des clients qui est à l'acquérir de l'autre côté. Sa valeur ajoutée est inestimable. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, alors, dans la somme, lorsque je vois, si je dois mesurer ma relation avec Eric Nice, est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu? Tu as gagné. Lorsque je fais une super campagne demain avec Rigen, et que c'est lui le réal et qui vient et qu'il est... Ouf, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu? Je pense qu'on a gagné tous les deux. Bien sûr. Moi, je suis compétitif. Et ça, je ne le cache pas. Mais ma compétition, elle est avec le fait d'aller plus grand, de faire grand. Ce n'est pas que les autres soient plus petits que moi. Exactement. Tu vois? Lorsque tu regardes le marché... Et si tout le monde autour de moi est plus riche, tout à fait, je crois que je serai plus riche. Ça a du sens. Je te donne le crédit. Lorsque tu regardes le marché aujourd'hui, 17 ans plus tard, tu penses que le marché de la communication congolaise, l'industrie en soi, rivalise aujourd'hui avec l'industrie africaine? Écoute, tu sais, je te dis, j'ai fait un peu le tour. Hein. Ok. Nous ne réalisons pas ce que nous sommes capables de faire. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. D'accord. Mais nos capacités, notre capacité de produire des choses de qualité, on n'imagine même pas. Le seul problème que nous avons, et c'est congolais, et je le vois en musique, nous avons potentiellement le meilleur talent musical. On n'arrive pas à le transformer en une véritable industrie musicale. On a un problème à transformer, to scale up things, les rendre grandes, leur donner de l'échelle et s'organiser pour que ça prenne du volume, que ça devienne constant. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc je pense que les skills, nous les avons, on sait faire, mais souvent on n'arrive pas à le faire mieux qu'ailleurs parce qu'on ne s'organise pas suffisamment bien pour le ressortir. Dans 10 ans, où se voit et comment se voit Alain Yav? Moi? Oui. Je crois que j'ai encore... Oui, ça veut dire... Tu vas encore regarder toujours. Non, écoute-moi, sérieusement, dans 10 ans, je voudrais être quelque part, Cape Town, par là. Je suis un bon vivant, hein. J'aime la vie quand elle est simple, agréable et tout. J'aime les bonnes choses et tout. Je sais pas, j'ai un resto au Cap. Je suis tranquille, je me prends pas toute la tête. Peut-être de là, si je travaille encore, je ne devrais pas. Si je travaille encore, mais c'est vraiment quelques réunions pour des dividendes, quoi, pas pour autre chose. Voilà. Je crois que c'est tout pour nous. Et peut-être un livre. Hein. Un livre. Peut-être un livre. Oui, pourquoi pas un film ou un documentaire sur ta personne? Ça peut être audiovisuel. Ouais. Audiovisuel. Probablement. Ouais. Je crois que c'est important. Écoute Alain, c'était pour nous un plaisir de te recevoir sur Nos Limites. Ce projet qui met en avant les personnes d'influence qui révolutionnent leur domaine, leur industrie au niveau africain et surtout au niveau mondial, parce qu'on voit grand. Why not? C'est ça nos limites. C'est ça nos limites. Non mais Alain, c'est 17 ans, c'est 20 ans, c'est même plus que ça. Non, ma carrière, c'est plus. C'est plus que 17 ça. ans entrepreneur, mais bon, c'est
c'est 20 entrepreneurs. Yes. Tu impactes et continues d'impacter. Je crois que les viewers qui te regardent au travers de ces caméras, au travers de leur cell phone, au travers de leur computer, tablette, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, je pense qu'ils sont fiers et peut-être qu'ils se voient et ils se disent j'aimerais être le prochain Alain Yave, peut-être du Congo ou de mon pays, parce que c'est francophone, donc on touche partout. C'est pour nous un plaisir de pouvoir te recevoir, Alain. Et moi, je leur dirais qu'ils soient plus ambitieux que ça. Yes. Alors, je vais conclure en disant que lorsque vous devez faire un travail, rassurez-vous à sortir un produit extraordinaire. Ne faites pas comme les autres, ne soyez pas ordinaire, sinon ça ne sert à rien. C'était Junior Kiakou pour No Limites. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.